On apprend que le chanteur Michael Jackson serait mort d'une crise cardiaque. Il a aussitôt été conduit à l'hôpital, mais il était déjà trop tard. Après être arrivé dans un profond coma, il est décédé. Michael Jackson aurait succombé à une crise cardiaque. 14h26, le 25 juin 2009. Michael Jackson, mythe controversé et icône planétaire de la pop, est déclaré mort à Los Angeles. Pour Jermaine, tout a été tenté pour le sauver. Jackson venait d'avoir 50 ans. Très vite, le trottoir de l'hôpital a été envahi par une foule bouleversée, venue rendre hommage à son style inimitable. Sa mort, aussi soudaine que mystérieuse, déclenche une minutieuse enquête pour tenter de l'expliquer dans les moindres détails. Il pourrait avoir été victime d'un vol avec homicide. Emmené par hélicoptère, sa dépouille Son cadavre révélera des choses saisissantes. a été chargée sans ménagement dans une ambulance et conduite à l'Institut médico-légal de Los Angeles. Une équipe d'experts va l'examiner de très près. On pense qu'il a succombé chez lui à une crise cardiaque. Mais seuls les résultats de l'autopsie permettront de connaître les causes exactes de son décès. Depuis plus de 25 ans, le docteur Richard Shepard, médecin légiste de renommée internationale, pratique des autopsies très médiatisées. Il est intervenu comme témoin expert dans les enquêtes sur la mort de la princesse Diana, de Gilles Dando et des victimes des attaques du 11 septembre. La chose fascinante dans une autopsie, c'est qu'elle ne se contente pas de révéler la façon dont une personne est morte. Elle vous en dit plus encore sur le mode de vie de la victime. L'autopsie n'est pas là pour juger une victime, mais pour réunir des preuves scientifiques tangibles. Le fait que ce soit la dépouille d'une star ne change rien. La table d'autopsie se fiche qu'on soit célèbre ou pas. Richard Shepard va méthodiquement autopsier Michael Jackson afin de réunir et divulguer les moindres détails qui ont marqué les dernières heures de sa vie. Voici le rapport médico-légal sur la mort de Michael Jackson. Ces faits concrets nous montrent non seulement qui il était, quelles étaient ses habitudes, mais aussi quelle fut la chronologie des événements qui l'ont amené à succomber. 24 juin 2009. Jackson est locataire d'une propriété à Beverly Hills. Dans à peine 19 jours, il s'embarque pour une série de 50 concerts complets à l'Arena 02 de Londres. 40 ans plus tôt, Michael Jackson fait une entrée fulgurante sur la scène musicale. Sa place de chanteur principal des Jackson 5 le propulse au rang de star internationale. Michael Jackson était le roi de la pop. C'était le roi du spectacle. Il a fait des choses que personne d'autre ne pouvait faire. C'était une légende. Jackson est l'artiste pop le plus inventif que le monde ait jamais connu. Ses disques et concerts lui ont rapporté la bagatelle de 750 millions de dollars. Mais en juin 2009, il est pour ainsi dire ruiné. Ses procès retentissants et son train de vie mirobolant l'ont presque mis sur la paille. Pendant 12 ans, Michael Jackson a pratiquement vécu en reclus, sans faire de tournée ni d'album marquant, comme ça avait été le cas dans son passé. Il avait environ 400 millions de dollars de dettes et devait répondre d'au moins 30 procès intentés contre lui. Pour Michael Jackson, il n'y a qu'une seule issue. S'il veut soulager ses dettes, il doit assurer à Londres une série de concerts qui promet d'être éreintante. Il confie sa santé et sa forme à son médecin personnel, le docteur Conrad Murray. Mais Jackson ne fera jamais sa soirée d'ouverture. L'autopsie révèle d'abord qu'il s'agit d'un homme d'environ 50 ans. Il ne souffre pas de blessures particulières, mais il porte tout de même des traces d'éraflures au centre de la poitrine. Je ne pense pas qu'elles aient joué un rôle déterminant dans sa mort.
Mais je sais qu'on a longuement essayé de le réanimer et que ces marques sont typiques d'une tentative de réanimation. La vie de Michael Jackson fut ponctuée d'événements aussi insolites qu'ils pouvaient éveiller les scandales. Les secrets livrés par son autopsie n'échappent pas à cette règle. Le rapport d'autopsie révèle qu'il s'agit d'un individu à peau noire, chose que l'on savait. Mais si vous observiez son corps sans savoir qu'il s'agit de Michael Jackson, ce ne serait pas si évident. La peau de Michael a suscité des dizaines de milliers d'articles. Était-il noir? Devenait-il blanc ou faisait-il tout pour devenir blanc? Voilà les questions que tout le monde se posait. Jackson avait toujours déclaré que sa pâleur était due à une affection rare de la peau, mais peu de gens le croyaient. L'autopsie montre que conformément à ce que Jackson avançait sur sa maladie de peau, il avait dans les parties plus sombres de son corps des marbrures claires sous lesquelles le derme avait cessé de produire des pigments. Les cellules mélanocytes produisent un pigment sombre, la mélanine, chargée de colorer la peau. Mais à l'autopsie, ces cellules étaient absentes. L'absence de mélanocytes explique la pâleur de Jackson. Elle est typique d'une affection de la peau appelée vitiligo. Comme Jackson l'avait dit et redit, il souffrait d'une dermatite rare. Mais il revendiquait aussi son aspect physique d'une autre manière. En février 1993, Michael, qui participe à la célèbre émission d'Oprah Winfrey, déclare à 62 millions d'Américains qu'il ne se décolore pas la peau. Il dit n'utiliser aucun produit. Or, les indices révélés sur le lieu du décès prouvent le contraire. Jackson dépensait des fortunes en monobenzone, un puissant blanchissant de la peau. On s'est aperçu que Michael était soigné depuis 25 ans pour son vitiligo par un certain Arnold Klein. Basé à Beverly Hills, le Dr Klein est le dermatologue des stars. Parmi ses clientes figurent Elizabeth Taylor, Carrie Fisher et Sharon Stone. Dès la première consultation, Klein recommande une crème à Michael Jackson. Elle empêche la production de pigments sombres dans les zones qui ne sont pas touchées par le vitiligo. Pendant la moitié de sa vie, le chanteur s'est bel et bien décoloré la peau. On sait aussi que le roi de la pop était obsédé par son image. Son visage et son cou portent les cicatrices des opérations esthétiques qu'il a subies. Il s'était aussi fait creuser un sillon vertical dans le menton pour modifier son expression. Son nez porte lui aussi plusieurs traces d'intervention. Il est affaissé d'un côté et n'a carrément plus d'arête. C'est très révélateur des personnes accros à la chirurgie esthétique. Ses frères le charriaient souvent sur la taille de son nez en le surnommant Gros Blair. Ça l'a blessé pendant longtemps. Alors dès qu'il a découvert les prouesses de la chirurgie esthétique, il a commencé à se faire opérer du nez. Au fil des ans, Jackson passe et repasse sur le billard. Il ne transforme pas seulement son nez, mais presque tout son visage. La presse, qui le surnomme Jaco le Barjot, n'a aucun respect pour sa vie privée. L'autopsie révèle aussi que pendant 25 ans, il a réussi à cacher un secret aux médias. Il portait un postiche à la place des cheveux. C'était fixé avec une colle semi-permanente. On voyait dépasser sur les côtés et derrière sa tête les dernières touffes capillaires qui lui restaient. À part ces dernières touffes, le roi de la pop est presque chauve. Bien qu'il soit devenu la cible de choix des tabloïds, il réussit à préserver son secret pendant plus d'un quart de siècle. L'étude de son cuir chevelu révèle la cause de sa calvitie. Il porte une cicatrice en haut de la tête, à l'arrière. Je confirme que c'est la marque d'une brûlure. En 1984, Jackson est au sommet de sa gloire. Son album Thriller est la plus grosse vente discographique de tous les temps. Le clip publicitaire qu'il tourne pour une grande marque de soda marque le début de son déclin, le jour où un effet pyrotechnique enflamme sa chevelure.
Michael, dont le cuir chevelu a été brûlé au 2e et 3e degré, devra porter un postiche le reste de sa vie. Michael ne s'en est jamais remis. L'incident qu'il a vécu pendant ce tournage a bouleversé à jamais sa carrière. Il est devenu extrêmement lucide sur son image. Il est aussi devenu complètement paranoïaque vis-à-vis des gens qui l'entourent. Il s'est senti abîmé, blessé et trahi. L'accident a aussi engendré une habitude qui finira par le perdre. Pour se consoler de ses blessures, il devient accro aux calmants. Ces pilules vont le faire tomber dans une vraie pharmacodépendance. Une drogue d'initiation est un médicament potentiellement dangereux qu'on peut acheter sans ordonnance. Comme on peut se le procurer librement, les personnes prédisposées aux drogues dures ont tendance à commencer par là. Par exemple, vous commencez avec du paracétamol et vous poursuivez avec des substances beaucoup plus dangereuses. Au fil des ans, Jackson devient dépendant aux sédatifs, à l'alcool, aux anxiolytiques et même à la morphine. Sans ces prescriptions, il ne peut pas fonctionner, chanter, danser ou monter sur scène. I love you. I really do. You have to know that. 6 mois avant sa mort, Jackson annonce une série marathon de 50 concerts. I'll be performing the songs my fans want to hear. This is it. I mean, this is really it. This is the final curtain call. Avant le début des répétitions, Michael a raconté partout à quel point il était impatient de revenir sur scène pour reconquérir son titre de roi de la pop. Il voulait aussi montrer à ses enfants de quoi il était capable sur scène. Mais en coulisses, le sponsor AEG Live s'inquiète. Jackson est loin d'être l'artiste survitaminé d'autrefois. Il se préoccupe des bruits alarmistes soulevés par la presse sur sa santé. Son médecin personnel Conrad Murray assure qu'à part des périodes d'insomnie, Michael Jackson est en pleine forme. Mais tout le monde n'est pas convaincu. Terry Harvey, tourneur et proche de la famille Jackson. Il faut être dans une condition physique exceptionnelle pour tenir 2h30 de spectacle. Demandez-moi si Michael Jackson avait l'endurance pour assurer 50 soirs d'affilée, et je vous répondrai qu'il n'avait même pas de quoi tenir 30 minutes. Michael savait pertinemment qu'il était absolument incapable d'effectuer 50 dates. Il avait avoué à des proches qu'il ne savait même pas s'il arriverait à en faire 2. Alors, qui croire sur la forme physique du roi de la pop? Était-il prêt pour cette tournée? Le rapport révèle qu'il pesait 62 kg et mesurait 1,79 m. Cela donne un indice de masse corporelle de 20,1, ce qui est normal. Il avait beau paraître un peu maigre, sa corpulence était tout à fait correcte. On peut imaginer qu'à 50 ans, son système sanguin soit bouché. Mais Michael Jackson n'avait pas de traces de dépôts graisseux sur la paroi des artères, et son cœur fonctionnait bien. Pour son âge, il était en forme. Mais aux répétitions, il montre clairement des signes d'épuisement. Il paraît essoufflé, raide, incapable d'exécuter les numéros de danse qui ont fait sa réputation. À l'autopsie, le Dr Shepard a découvert les raisons de ses piètres performances. J'ai fait plusieurs radios de Michael Jackson. Elles révèlent qu'il souffrait d'arthrose dans plusieurs doigts ainsi qu'à la colonne vertébrale. Dans la colonne vertébrale, les vertèbres sont protégées par des disques cartilagineux. L'arthrose provoque une dégénérescence anormale des cartilages qui met les os à nu. Les disques ne jouent plus leur rôle d'amortisseur et de répartiteur de pression et les os peuvent dans les cas extrêmes finir par s'écraser. Il devait souffrir de raideurs articulaires suffisamment douloureuses pour gêner ses mouvements.
L'arthrose peut donc expliquer qu'il ait eu parfois autant de mal à se mouvoir. Mais elle ne justifie pas ses difficultés respiratoires. Pour son âge, la plupart de ses organes étaient bien portants, à l'exception de ses poumons qui ressemblaient à un vrai champ de bataille. Les parois de ses voies respiratoires étaient très abîmées. Et ses poumons révélaient de graves inflammations avec de larges traces de cicatrisation. Il devait se fatiguer très facilement et cela devait rendre ses répétitions exténuantes. Ma question suivante a donc été, qu'est-ce qui a provoqué de tels dégâts? Le visage de Michael Jackson nous éclaire sur la réponse. Vers l'âge de 25 ans, apparaissent autour de ses joues des rougeurs symétriques. C'est le symptôme classique d'une autre affection rare de la peau, un lupus érythémateux discoïde. Il provoque une perte des poils et des cheveux et peut s'attaquer aux lèvres. L'autopsie a révélé que Jackson portait des tatouages sombres sur les sourcils. Il en avait aussi sur les paupières, comme un eyeliner permanent, ainsi que des tatouages roses autour des lèvres. Son lupus peut expliquer aussi l'habitude de Jackson de se protéger de la lumière avec un parapluie, car cette maladie rend la peau très photosensible. Elle n'affecte pas seulement l'épiderme, mais peut causer des ravages sur tout le corps. Le lupus fait partie des maladies auto-immunes, des affections qui se produisent quand l'organisme s'en prend à lui-même. Nos globules blancs ou lymphocytes se chargent de nous protéger contre les infections. Mais dans un lupus, nos globules blancs s'en prennent au contraire à notre organisme, y compris à nos poumons, jusqu'à les altérer sérieusement. Ce sont des maladies chroniques, avec des épisodes de rémission et de reprise. Des reprises qui peuvent être déclenchées par beaucoup de choses, comme le stress, la fatigue et le manque de sommeil. Mais y a-t-il autre chose qui puisse expliquer que les poumons de Michael Jackson étaient en piteux état? Pendant 25 ans, l'artiste, devenu de plus en plus instable et accro aux médicaments, consulte à la clinique dermatologique du Dr Arnold Klein. D'après des employés, ces consultations se faisaient de moins en moins souvent pour sa peau. Il venait nous voir 2 fois par semaine, mais passait très peu de temps en soins. Quand il arrivait, je le faisais entrer par la porte de service et je l'emmenais au bloc. Puis j'allais chercher l'assistante du Dr Klein et je lui disais « Hélène, Michael est là, il veut sa piqûre ». À chaque visite, l'artiste reçoit au moins une injection. La seringue est remplie de chlorhydrate de mépéridine, un puissant analgésique opioïde. Les effets étaient en général très rapides. Il pouvait s'endormir comme une masse, ou être fatigué, ou bien perdre carrément les pédales. Mais Jackson ne venait pas toujours seul. Il lui arrivait de venir avec ses enfants pour qu'ils le distraient un peu. Ils attendaient en général dans le bureau du Dr Klein. Ils couraient, criaient et s'amusaient. Et c'était drôle à voir, jusqu'à ce que Michael soit parti dans son monde. Sa longue série de concerts approche et Jackson exige de plus en plus d'injections. Il débarquait et demandait à voir rapidement le Dr Klein. Il voulait sa piqûre de mépéridine aussi vite que possible. Dans ces moments-là, on sentait clairement qu'il avait un problème. Avec cette drogue, Michael Jackson continue de se détruire les poumons et sa dépendance peut lui être fatale. La mépéridine peut-elle donc être impliquée dans le brusque décès de l'artiste? L'autopsie montre qu'il ne portait pas de traces de blessures et n'avait pas de maladie grave, si ce n'était ses poumons qui étaient dans un sale état. Nous sommes donc passés à l'étape suivante pour rechercher des preuves chimiques. C'est ce qu'on appelle l'analyse toxicologique. Tout le monde savait par les médias quels étaient les problèmes de santé pour lesquels le chanteur était soigné. Il avait suivi plusieurs cures de désintoxication et se reconnaissait dépendant aux calmants. En 2009, il reçoit de fréquentes injections de chlorhydrate de mépéridine, un opioïde de synthèse proche de l'héroïne. Au début du mois de juin, Jackson peine à répéter pour sa série de concerts This Is It. La mépéridine est une drogue très puissante.
Imaginez que vous vous présentiez sous son effet à une répétition. Vous seriez pris de vertige, déboussolé, et vous auriez du mal à respirer car ce médicament essouffle. Bref, vous auriez pris tout le contraire de ce qu'il faut pour répéter. Mais l'artiste dispose d'à peine 19 jours pour être paré à attaquer les 50 concerts prévus à l'Arena 02 de Londres. Michael Jackson n'était pas prêt mentalement. Quand bien même il répétait à son public « je vais le faire ». En vérité, il désertait les répétitions et boudait les réunions de production où tout se met en place. Cet homme était tout sauf prêt pour « This Is It ». La situation est si alarmante que Kenny Ortega, producteur de la tournée, adresse un email bouleversant au sponsor. Je suis inquiet. Ce soir, il m'est apparu faible et fatigué. Je l'ai vu grelottant, obnubilé, divagant. J'ai senti qu'il fallait d'urgence l'aider psychologiquement. Il tient à assurer ses concerts. Si nous le laissions tomber, ça le détruirait, ça lui briserait le cœur. Il a très peur que vous annuliez. Ça m'a bouleversé de le voir comme un enfant perdu. Il reste une chance qu'il assure ses concerts si nous lui procurons l'assistance dont il a besoin. Les sponsors envoient un ultimatum à Michael Jackson. S'ils ne retrouvent pas la forme, ils annuleront tout. L'artiste est déjà endetté de 400 millions de dollars. Il n'a pas le choix. Étant donné les sommes astronomiques qui étaient en jeu, Michael n'avait pas d'autre solution. S'il n'assurait pas ses spectacles avec toute l'énergie qu'on lui connaissait, il risquait de perdre sa propriété, ses enfants n'auraient plus de domicile et il serait ruiné. 5 jours plus tôt, au Staples Center, Jackson a tout le mal du monde à répéter. Il est devenu complètement apathique et ne maîtrise plus ses gestes. Mais l'effet de la menace qui pèse sur lui ne se fait pas attendre. Des membres de l'équipe de production décrivent sa prestation suivante comme électrique. Michael Jackson a miraculeusement retrouvé son agilité et son énergie légendaire. Soudain, il fait une guérison miracle. On le voit monter sur scène, faire son show pendant 30 à 40 minutes. Il danse, chante et bouge à nouveau d'une manière qui réjouit tout son staff. Alors, comment un homme de 50 ans souffrant d'arthrose, d'un lupus, de poumons abîmés et d'une accoutumance à la mépéridine a-t-il pu rebondir aussi vite? La clé de l'énigme se trouve dans l'organisme de Jackson et dans l'usage d'un autre narcotique. Nous avons mené une analyse toxicologique poussée en prélevant plusieurs échantillons sur sa dépouille. Dans son échantillon d'urine, nous avons détecté de l'éphédrine. L'éphédrine est une méthamphétamine semblable à l'adrénaline produite par notre organisme. L'adrénaline est l'hormone qui nous donne le réflexe de lutte ou de fuite. Quand Jackson prenait de l'éphédrine, c'était pour se redonner du tonus. Mais le chanteur s'est aussi mis à une nouvelle drogue. À son domicile, la police découvre des comprimés d'ECA, un puissant dopant composé de caféine, d'aspirine et d'éphédrine. À haute dose, ce mélange peut déclencher un arrêt cardiaque comme celui qui a tué Michael Jackson. Comme l'éphédrine était présente dans ses urines et pas dans son sang, elle n'a pas pu avoir d'effet sur son organisme. Elle n'a donc pas contribué à le tuer. Mais l'autopsie révèle une autre surprise. Nous avons cherché des traces de mépérine, mais n'en avons pas trouvé. C'est la preuve qu'il n'en avait pas pris depuis un bon moment. Jackson a eu un coup de fouet en se bourrant de stimulants et de mépéridine aux effets semblables à ceux de l'héroïne. Mais sa stratégie va avoir des répercussions fatales lorsqu'il rentre à sa propriété de Carolwood. Car vouloir se sevrer brutalement de la mépéridine est une chose très risquée. C'est très difficile d'arrêter le chlorhydrate de mépérine. Si vous essayez de le faire seul, c'est carrément dangereux. Vous subirez tous les effets d'un sevrage brutal, avec de la fièvre, des douleurs en tout genre, et parmi les principales conséquences, de l'insomnie. Toute sa vie, Michael Jackson a été miné par des problèmes de sommeil. À présent, il carbure aux stimulants en essayant d'arrêter la mépéridine. Mais son médecin Conrad Murray ignore que Jackson a pris de ce stupéfiant et surtout qu'il a brusquement arrêté.
car l'artiste dissimulait habilement ses habitudes de toxicomane. Nous étions chez lui en train de corroborer les indices quand nous sommes tombés sur plusieurs flacons de médicaments prescrits sur ordonnance. Pas seulement au nom de Michael Jackson, mais aussi au nom de 4 ou 5 pseudonymes. Si l'essentiel des drogues ont été prescrites par le docteur Murray, certaines le furent par d'autres médecins. Je ne dis pas qu'il était d'un esprit retors, mais il savait tout de même manipuler son monde. C'est lui qui tirait les ficelles. Il était capable de vous dire ce que vous vouliez entendre, tout en réussissant à vous faire croire que l'idée venait de vous. Et vous lui faisiez confiance en croyant sincèrement qu'il allait bien. Toutes les conditions sont réunies pour que Murray se laisse influencer. Tout comme Jackson, il est gravement endetté. Si les concerts étaient annulés, il serait lui aussi sur la paille. L'un de ses rôles était de veiller au repos de Michael Jackson, mais d'après le rapport d'autopsie, l'artiste avait de gros problèmes de sommeil. Il avait une prostate gonflée, chose normale chez un homme de 50 ans. Cela voulait dire qu'il avait des difficultés à uriner et qu'il devait avoir envie d'aller plus souvent aux toilettes. Michael avait un cathéter préservatif qu'il utilisait en dormant pour ne pas avoir à se réveiller, ni à être réveillé pour aller aux toilettes. Mais la méthode de Murray pour forcer Jackson à dormir recourt à une pharmacologie particulièrement effrayante. Dans l'analyse toxicologique que nous avons pratiquée, une substance prédominait sur les autres. Le disopropylphénol, un anesthésiant utilisé dans les blocs opératoires et les unités de soins intensifs. C'est un puissant sédatif. Son apparence et ses effets lui valent même le surnom de lait d'amnésie. Depuis près de 10 ans, Michael Jackson utilise du disopropylphénol comme somnifère. Au début des années 2000, alors qu'il est hospitalisé, on lui administre du disopropylphénol et il dit aimer énormément l'effet procuré par cet anesthésique, au point qu'il y est devenu complètement accro et qu'il a demandé ensuite au médecin de lui en prescrire. Au fil des ans, sa dépendance s'accentue. Un dimanche soir, il m'appelle en me demandant « Jason, il me faut un anesthésiste ». Je lui dis « Qu'est-ce que tu veux faire d'un anesthésiste chez toi ?» Il répond « J'ai un reportage demain matin et je veux être frais et dispo ». Je lui ai dit « C'est dingue ce que tu me racontes là. De toute ma vie, je n'avais jamais entendu un truc pareil. Ça m'a sidéré. » En juin 2009, Conrad Murray entretient la dépendance de Michael Jackson au disopropylphénol directement à son domicile. Pour la star, c'est le narcotique idéal. C'est une drogue très pratique, car elle vous endort vite et vous vous réveillez sans avoir la gueule de bois. Mais son usage est très risqué, car s'il est pris avec excès, ce produit peut être fatal. Pendant 60 soirs d'affilée, Murray injecte à Michael Jackson du disopropylphénol. Mais à peine apprend-il l'ultimatum lancé par le promoteur qu'il veut sevrer brusquement l'artiste. Les 2 derniers soirs, il l'envoie se coucher en remplaçant l'injection par une piqûre de benzodiazépine. Un composé qui lui administre d'une manière inhabituelle. Le rapport d'autopsie a révélé une zone d'injection intraveineuse située sous le genou. C'est un endroit où l'on pique très rarement lors d'un traitement ou d'une réanimation, mais il est fréquemment utilisé par les toxicomanes. À la différence des bras, cette zone d'injection placée derrière le genou permet de dissimuler l'abus de stupéfiants. Quand on se retrouve exposé comme lui dans la presse, on n'oublie pas que les gens passent leur temps à vous observer et votre image devient primordiale à vos yeux. Il arrive donc que des célébrités qui se droguent s'injectent les substances dans le pénis, dans l'aine, sous l'ongle d'un orteil ou dans tout autre endroit où l'on ne risque pas de s'apercevoir qu'ils se droguent. Car c'est une chose triste à voir. Nous savons bien que le consommateur est conscient de son problème et qu'il refuse que les gens s'en aperçoivent. C'est la preuve en soi qu'il reconnaît son problème, mais qu'il ne veut surtout pas qu'on le sache. Le 25 juin 2009, à 1h30 du matin, le docteur Conrad Murray administre à Jackson un comprimé dont il espère qu'il l'aidera à dormir. On a retrouvé du diazépam dans son organisme. C'est une molécule anxiolytique répandue qui agit comme un calmant.
Son principe est actif. Sa prise répétée peut engendrer une dépendance physique. Mais 30 minutes plus tard, Michael Jackson est toujours conscient. Murray décide alors de recourir à une autre molécule, du lorazépam. 1 heure plus tard, l'artiste ne dort toujours pas. Murray tente alors une 3e molécule de la classe des benzodiazépines, le midazolam. C'est très rare de trouver 3 benzodiazépines utilisées en même temps. Mais si le but est de permettre à une personne de dormir, on peut commencer avec un somnifère à effet lent, comme le diazépam, on poursuit éventuellement avec une molécule à effet moyen, comme le lorazépam, et on recourt en dernier lieu à une substance à effet rapide, comme le midazolam. Ici, cela peut être justifié. Les premières heures, Murray renouvelle les injections de benzodiazépines. Mais elles n'ont aucun effet. À 10 h du matin, Michael Jackson, qui n'en peut plus, réclame son poison préféré, son lait d'amnésie. Il veut une injection de d'isopropylphénol. Murray refuse. Le chanteur insiste. S'il ne récupère pas, il ne pourra pas fonctionner normalement et il devra annuler ses concerts. À 10h50, Conrad Murray revient sur sa décision et prépare une dose de d'isopropylphénol. En entrant dans l'organisme, cette drogue donne une sensation de brûlure. Alors Murray y ajoute un peu de lidocaïne pour anesthésier la douleur. Michael Jackson est enfin inconscient. Un quart d'heure plus tard, Conrad Murray revient dans la chambre. Michael! 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 Jackson ne respire plus. Murray croit pourtant sentir son pouls. Michael! Il cherche aussitôt de l'imidazobenzodiazépine, une substance antagoniste qui inhibe les effets des benzodiazépines. Mais il n'existe pas d'antidote au d'isopropylphénol. Michael! Michael! Fire paramedic 33, what is the emergency? Sir, we have a gentleman here that needs help, and he's not breathing yet. He's not breathing. Trying to pump him, but he's not. Okay. Okay, how old is he? He's 50 years old, sir. 50. Okay. He's not breathing, sir. Okay, and he's not conscious either. He's not conscious, sir. Okay. Is he on the floor? Where's he at right now? He's on the bed, sir. He's on the bed. Okay, let's get him on the floor. Okay. Okay, let's get him down to the floor. I'm gonna help you with CPR right now, okay? We need him. We need a. Yes, we're already on our way there. We're on our way. I'm gonna do as much as I can to help you over the phone. We're already on our way. Did anybody see him? Yes, we have a personal doctor here with him, sir. Oh, you have a doctor there? Yes, but he's not responding to CPR or anything. Okay. Did anybody witness what happened? No, just the doctor, sir. The doctor's the only one here. He's pumping his chest, but he's not responding to anything, sir. Please. Okay, okay, we're on our way. Le temps que les secours arrivent, Murray ne sent plus le pouls de l'artiste. Okay, stand back, sir. Check his airways clear.
Le corps de Michael Jackson est emmené rapidement à l'hôpital. Mais il est déjà trop tard. Le 25 juin à 14h26, Michael Joseph Jackson est déclaré mort à l'hôpital UCLA de Los Angeles. Le rapport d'autopsie conclut à une mort survenue par intoxication au disopropylphénol cumulée à l'effet des benzodiazépines. En circulant dans le sang, ces substances combinées se répandent dans l'organisme. Quand elles entrent dans les poumons, elles ont sur eux un puissant effet. En ralentissant leurs réflexes d'inspiration et d'expiration, elles affaiblissent gravement leur capacité à oxygéner le corps. N'oublions pas que Michael Jackson avait les poumons en très mauvais état. Les substances injectées ont tellement abaissé le taux d'oxygène véhiculé dans son flux sanguin que son cœur et son cerveau se sont arrêtés de fonctionner. Il en est mort. 2 mois après son décès, le résultat de l'autopsie est divulgué. Le médecin légiste a qualifié le décès de Michael Jackson d'homicide. Le principal suspect est le docteur Conrad Murray. Il sera jugé pour homicide involontaire. Au procès, le disopropylphénol est retenu comme preuve formelle. Conrad Murray a dit avoir injecté 25 mg de disopropylphénol à 10h40 du matin. Mais l'analyse toxicologique montre qu'au moment où Jackson est mort, il avait dans le sang une dose bien supérieure. Alors comment expliquer un tel écart? Murray déclarera à la cour que cette anomalie ne dépendait pas de lui. Il laisse entendre que tout était de la faute de l'autre personne présente au même moment dans la pièce, Michael Jackson lui-même. And Dr. Murray left the room. Michael Jackson self-administered a dose, an additional dose of propofol. And it killed him. And it killed him like that, and there was no way to save him. Mais l'accusation défend une autre version des faits. Une version qui fait de Murray le coupable. Conrad Murray's actions directly caused the death of Michael Jackson. L'accusation prétend que Murray avait bricolé un système permettant d'alimenter l'organisme de Jackson en disopropylphénol pendant son sommeil. Murray perçait directement le bouchon d'un flacon. Une fois versé dans la solution saline, le disopropylphénol infusait en permanence dans le flux sanguin de Jackson. En principe, la solution saline qui descend par gravité de la poche se mélange aux substances introduites par le site d'injection en les emmenant à travers l'organisme. L'accusation a soutenu que le médicament était déjà mélangé à la solution saline. Il devrait donc y avoir des traces de disopropylphénol dans la tubulure située au-dessus du site d'injection. Or, malgré les tests, aucune trace de substance n'a jamais été décelée. L'accusation a alors prétendu qu'il devait y avoir une deuxième tubulure et que Murray l'aurait dissimulée dans une poche de son treillis. La section manquante ne sera jamais retrouvée et cela jettera définitivement le doute sur cette version des faits. Mais cette hypothèse n'aura pas d'influence marquante sur les jurés. I am advised that the jury has reached a verdict. We, the jury in the above entitled action, find the defendant, Conrad Robert Murray, guilty of the crime of involuntary manslaughter. Burn in hell. Le verdict s'en est rigoureusement tenu au résultat de l'autopsie. Conrad Murray a failli à sa déontologie. Le disopropylphénol est un puissant anesthésique. La frontière entre l'effet recherché et sa capacité à tuer est infime. À l'hôpital, les patients anesthésiés sont surveillés par toutes sortes d'appareils qui contrôlent leur pouls, leur pression artérielle, les niveaux d'oxygène et de gaz carbonique dans leur sang. Mais chez Michael Jackson, les enquêteurs n'ont retrouvé aucun appareil de monitorage. Murray est condamné à 4 ans de prison
pour avoir tué le roi de la pop. En 40 ans de carrière, Michael Jackson s'est imposé comme l'artiste pop le plus prolifique de tous les temps. Un succès longuement étayé par sa pharmacodépendance. Quelle tragédie de le voir passer d'une superstar plus vraie que nature à une telle déchéance due à sa toxicomanie. Ces médicaments ont fini par le changer en l'ombre de lui-même. Il n'avait pas le choix. Il avait pratiquement 400 millions de dollars de dettes. La série de concerts This Is It était décisive pour lui. Elle allait assurer son retour ou briser sa carrière. Il s'était embarqué dans un processus d'autodestruction. Quand on entre dans la tanière du diable, parfois on en sort et parfois pas. La vie de Michael Jackson fut ponctuée de chaos et de controverses. Il avait trouvé en Conrad Murray un docteur qui finira par manquer à ses engagements. Dès l'instant de leur rencontre, le destin de Michael fut scellé. Michael Jackson cumulait les problèmes physiques et psychologiques. Pour tenter de les surmonter, il s'est embarqué dans un cercle vicieux de pharmacodépendance et de toxicomanie. Il a usé de substances dangereuses à ses doses et des mélanges que nul n'avait encore testés. D'une certaine manière, on peut dire que c'est un miracle qu'il ait survécu aussi longtemps. Potato.